Quelque chose s'est produit dans le détroit d'Ormuz la semaine dernière, quelque chose que l'Iran n'ose pas admettre. Cela a effacé des décennies de manœuvres stratégiques visant à contrôler la route par laquelle transite 20% du pétrole mondial. Des milliards de dollars avaient été investis dans des flottes de vedettes d'attaque rapide, de mines marines et de missiles côtiers, que Téhéran considérait autrefois comme une monnaie d'échange ultime et intouchable. Le détroit d'Ormuz vient de devenir le champ de bataille d'un type de guerre que l'humanité n'avait encore jamais vu. Pas des bombes, pas des frappes aériennes, pas des armées marchant en territoire ennemi. À la place, ce sont des saisies, des blocus et des tirs calculés au millimètre, où chaque balle ne vise pas à tuer, mais à envoyer un message. Lorsque l'Iran a décidé de fermer Ormuz pour la deuxième fois, en déclarant à la radio que chaque navire était une cible et en tirant sur des pétroliers que Téhéran lui-même avait autorisé à passer, il croyait porter un coup. Il croyait que le chaos en mer était son arme la plus puissante. Il croyait que Washington hésiterait, calculerait, puis reculerait. Il s'est trompé dans ses calculs. Non pas parce que l'Amérique a réagi avec fracas, mais parce que Washington n'a pas réagi immédiatement. Elle exécutait un plan préparé à l'avance et l'Iran venait tout simplement de donner le coup d'envoi de ce plan. En 72 heures, du 10 à 8 avril au 10 à 9 avril, les États-Unis ont fait bien plus que simplement perturber la manœuvre iranienne. Ils ont déployé une machine géostratégique d'une précision stupéfiante, un destroyer neutralisant un cargo iranien en haute mer, des marines descendant en rappel depuis des hélicoptères et un réseau de suivi maritime s'étendant du golfe Persique jusqu'à la baie du Bengale. 3 événements, 3 précédents sans précédent dans l'histoire de la confrontation navale entre les États-Unis et l'Iran. Chaque événement était un signal direct, non seulement à Téhéran, mais aussi à Pékin, qui achète le pétrole iranien, à Moscou, qui fournit des armes à Téhéran et à chaque nation du monde. À la fin, il devient clair de comprendre exactement ce qui vient de changer et pourquoi cela compte bien au-delà du détroit d'Ormuz. Pour comprendre pourquoi les événements du 10 à 9 avril étaient aussi importants, il faut comprendre le tableau qui les a précédés. Ce tableau commence le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury, ouvrant une campagne militaire visant à neutraliser les capacités balistiques de l'Iran, ses moyens navals et sa base industrielle. Après 38 jours de combat, les deux camps sont parvenus à un cessez-le-feu le 8 avril, un cessez-le-feu que Washington considérait comme la première étape vers la réouverture d'Ormuz, et que Téhéran voyait comme une occasion de se repositionner. Les négociations d'Islamabad, le 11 avril, ont échoué sans résultat. 2 jours plus tard, le 13 avril, les États-Unis ont déclaré un blocus naval total de tous les ports iraniens. Mais pendant toute la durée du cessez-le-feu, l'Iran a fait quelque chose que Washington ne pouvait pas ignorer. Il a exigé plus d'1 million de dollars par navire, souhaitant passer par Ormuz, transformant ce détroit international en poste de péage privé de Téhéran. Les États-Unis ont explicitement qualifié cela de violation de l'accord. Puis est arrivé le 10 à 7 avril, un moment où tout semblait se calmer. Ormuz a rouvert et 6 navires transportant du pétrole brut ont profité de l'occasion pour s'échapper. Mais moins de 24 heures plus tard, le matin du 10 à 8 avril, l'Iran a complètement renversé cette décision, fermant Ormuz pour la 2e fois, en invoquant un abus de confiance de la part des États-Unis. Le corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI, a diffusé un message radio direct. Chaque navire est une cible jusqu'à la levée du blocus. Plus de 20 navires commerciaux ont immédiatement changé de cap vers Oman, pris de panique. Puis l'Iran a fait ce que même les analystes les plus pessimistes n'avaient pas entièrement prévu. Il a ouvert le feu, pas sur des navires de guerre américains, pas sur des cibles militaires, mais sur des navires commerciaux civils que Téhéran lui-même avait autorisés à passer quelques heures plus tôt. Le Sanmar Herald, un pétrolier Suezmax indien transportant 2 millions de barils de pétrole irakien, avec le nom de son capitaine clairement inscrit en 2e position sur la liste iranienne des entrées autorisées, a été pris pour cible par des vedettes d'attaque rapide du CGRI alors qu'il approchait des côtes d'Oman sans avertissement et sans appel radio. L'enregistrement de la passerelle du navire s'est répandu mondialement par l'intermédiaire des trackers de pétroliers en quelques minutes. Marine du CGRI, ici le Sanmar Herald, vous m'avez donné l'autorisation. Je suis sur votre liste, vous tirez maintenant. Laissez-moi faire demi-tour.
Le même jour, un porte-conteneurs français de CMA-CGM et un navire britannique ont également été attaqués. Trump a immédiatement publié sur Truth Social. L'Iran a décidé de tirer des balles hier dans le détroit d'Ormuz. Une violation totale de notre accord de cessez-le-feu, en nommant précisément les navires français et britanniques. Le monde venait d'assister à ce que l'Iran avait toujours nié. Téhéran était prêt à tirer sur n'importe qui, même sur ceux qu'il venait tout juste de promettre de protéger. Et naturellement, parce que rien ne dit mieux sens de l'État mesuré que gérer une crise maritime mondiale sur Truth Social, Trump a transformé la diplomatie en un autre épisode de théâtre politique avec des porte-avions en arrière-plan. C'est exactement à ce moment-là que la machine préparée à l'avance par Washington a commencé à bouger. Aux premières heures du 10 à 9 avril, l'USS Spruance, numéro de coque DDG 1111, destroyer de classe Arleigh Burke rattaché au groupe aéronaval de l'Abraham Lincoln, a détecté le MV Tuska, avançant à 10 à 7 nœuds dans le nord de la mer d'Arabie, droit vers le port iranien de Bandar Abbas. Le MV Tuska n'était pas un navire ordinaire. Long de près de 275 mètres et pesant à peu près autant qu'un porte-avions, le navire faisait partie de l'Islamic Republic of Iran Shipping Lines, la compagnie maritime d'État iranienne, sanctionnée simultanément par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le département du Trésor américain avait autrefois explicitement qualifié l'IRICEL de ligne maritime privilégiée des proliférateurs iraniens et de leurs agents d'approvisionnement. Le navire lui-même avait un historique d'achat de matériaux pour le programme de missiles balistiques de Téhéran. L'USS Prudence a lancé un avertissement, puis l'a répété, puis a continué pendant 6 heures. L'équipage iranien l'a complètement ignoré, sans changer de cap et sans ralentir. À ce moment-là, le Prudence a diffusé un dernier message radio. Navire à moteur Tuska. Navire à moteur Tuska. Évacuez votre salle des machines. Nous sommes prêts à vous soumettre à un tir incapacitant. Quelques minutes plus tard, le canon de pont de 5 pouces MK-45 a ouvert le feu. Une salve d'obus a frappé directement la salle des machines. Le navire de 275 mètres a été complètement immobilisé en mer. Immédiatement après, des hélicoptères MH-60R Seahawk venus de l'USS Tripoli sont arrivés. Des marines de la 31e unité expéditionnaire des marines sont descendus en rappel sur le pont, prenant le contrôle complet du Tuska en quelques minutes. Pas un seul marine n'a été blessé. Le CENTCOM a diffusé toute l'opération en direct sur les réseaux sociaux. Trump a publié sur Truth Social peu après. Aujourd'hui, un cargo battant pavillon iranien nommé Tuska, long de près de 900 pieds et pesant presque autant qu'un porte-avions, a tenté de passer notre blocus naval et cela ne s'est pas bien terminé pour lui. Puis le Washington Post a révélé ce qui a permis au monde de comprendre pourquoi le Tuska avait osé prendre ce risque. Le navire transportait des produits chimiques à double usage venus de Chine, des matières premières directement utilisées pour produire des missiles balistiques. Les marines fouillaient 5000 conteneurs à bord. Puis Trump a publié une autre chose sur Truth Social, une vidéo de Frank Sinatra chantant My Way. Les analystes militaires ont immédiatement compris le signal. Ce n'était pas le caprice d'un président amateur de musique. C'était une performance délibérée, mise en scène pour que le monde entier la voie. Pas seulement Téhéran, mais aussi Pékin, voyant ces produits chimiques saisis sur ce navire. Et chaque navire fantôme opérant sur n'importe quel océan de cette planète devait se poser la question: mon prochain voyage finira-t-il comme celui du Tuska? Dans l'univers de Trump, même une interception maritime vient avec sa trame sonore, parce qu'apparemment un blocus n'est pas complet tant qu'il n'a pas été emballé comme l'ouverture d'un casino. Mais pour comprendre pourquoi l'incident du Tuska n'était pas un acte isolé, mais le premier engrenage d'une machine beaucoup plus vaste, il faut regarder ce que Washington construisait discrètement dans le Golfe au cours des semaines précédentes. L'histoire a commencé au début avril lorsque l'USS Michael Murphy et l'USS Frank U. Peterson Jr. sont entrés discrètement dans Ormuz en avant-garde, établissant leur position avant quiconque ne le remarque. C'était pas une patrouille de routine. C'était les premières pièces placées sur l'échiquier. Derrière eux se trouvait l'USS Gerald R. Ford CVN 7-8, le plus grand porte-avions du monde, transportant 90 avions de combat et 2 destroyers d'escorte,
ayant tout juste transité par le canal de Suez après avoir terminé des réparations liées à des dégâts d'incendie en Méditerranée. Ce navire était en mer depuis plus de 300 jours consécutifs, un record sans précédent depuis la guerre froide. Et il ne s'arrêtait pas encore. Aux côtés du Ford se trouvait l'USS Abraham Lincoln, le deuxième groupe aéronaval dans la région, l'unité à laquelle appartenait l'USS Prudence lorsqu'il a intercepté le Tuska. Derrière tout cela, en route par le cap de Bonne-Espérance à l'extrémité sud de l'Afrique, se trouvait l'USS George W. Bush CVN-77, le troisième groupe aéronaval. 2 groupes étaient déjà là, un groupe était en route. Sans compter l'USS Tripoli, le navire d'assaut amphibie transportant la 31e unité expéditionnaire des marines qui est descendue en rappel sur le Tuska pendant la nuit, et l'USS Louis B. Pouler, une base mobile expéditionnaire transportant des forces spéciales et des hélicoptères d'attaque AA-64 Apache, effectuant des patrouilles directes contre les essaims de vedettes d'attaque rapide du CGRI. Dans les airs, le tableau était encore plus dense. Des F ADX-8 Super Hornet et des F-35C Lightning II décollaient des ponts des porte-avions pour contrôler l'espace aérien. 18 F-35A Lightning II ont été transférés directement de la base RAF Lakenit au Royaume-Uni vers le Golfe, la partie la plus hautement classifiée de toute l'opération. Des F-15E Strike Eagle et des ZX Thunderbolt ont été ajoutés à la rotation. Des fuites Poséidon enregistraient chaque mouvement sous l'eau. Des MQ-4I Triton effectuaient des patrouilles non-stop pendant des heures d'affilée. Sous tout cela se trouvait le système logistique indispensable. Des cassés, un 3-5R Stratotanker et des cassés 4-6A Pegasus assuraient un ravitaillement aérien continu. Flight Radar 2-4 a enregistré les cassés, un 3-5R comme le groupe d'appareils le plus suivi de tout l'espace aérien européen et Moyen-Oriental le 10 à 8 avril. En 48 heures, au moins 8 vols de C-17 Globemaster 3 ont atterri au Moyen-Orient et 6 autres sont repartis, un niveau record jamais observé auparavant. Des avions E-3 Sentry AWACS coordonnaient tout l'espace aérien du théâtre au moyen d'un réseau unifié unique, Linksys, qui garantissait une communication fluide entre chaque nœud de ce réseau. Des B-52 Stratofortress étaient en rotation, pas pour attaquer, mais pour rappeler à Téhéran que si les choses montaient encore d'un cran, le prochain coup ne serait pas un canon MK-45 tirant dans la salle des machines d'un cargo. Depuis le début du blocus, le 13 avril, 25 navires commerciaux avaient reçu l'ordre de faire demi-tour ou de retourner vers des ports iraniens. Mais voici l'élément le plus important que la plupart des gros titres ont manqué. Tout ce qui vient d'être décrit, 2 groupes aéronavals, des Apaches, des F-35 et des B-52, ne constituait pas l'ensemble du tableau. La vraie machine ne se trouve pas dans le nombre de navires, de guerre ou d'avions. Elle se trouve dans ce que l'Iran ne peut pas voir à l'œil nu. La Task Force 59, l'unité d'intégration de l'intelligence artificielle dans le Golfe, avait transformé Hormuz en un scanner complet d'empreintes numériques. Chaque navire traversant le détroit voyait sa signature acoustique extraite simultanément, le son unique de son hélice, sans que 2 navires soient identiques. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Un navire qui change son pavillon de l'Iran au Panama du jour au lendemain reste reconnu par le bruit de son hélice. Un navire qui éteint son transpondeur EIS, obligatoire en vertu du droit maritime international, est immédiatement signalé comme menace dès qu'il apparaît dans un rayon de 5000 nautiques. Il n'existe aucun moyen de falsifier le son d'une machine. Il n'existe aucun moyen de cacher la chaleur d'un moteur en marche. Hormuz n'était plus seulement un détroit. C'était un scanner. Mais ce qui a véritablement changé tous les calculs géopolitiques n'est pas ce qui s'est passé à Hormuz. C'est ce qui s'est passé le 20 et 1 avril, à plus de 2000 milles vers l'est, dans la baie du Bengale, les eaux reliant l'Inde à l'Asie du Sud-Est, entièrement situées dans la zone de responsabilité du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, ou Indo-PACOM, et non du CENTCOM. L'USS Miguel Kiss, une base maritime expéditionnaire et une base mobile pour forces spéciales de la taille d'un porte-avions, capable de soutenir des hélicoptères et des forces spéciales, a intercepté et abordé le MT Tiffany,
Ce navire transportait 2 millions de barils de pétrole brut iranien et avait un historique de multiples transferts illicites dans le détroit de Singapour et dans les limites extérieures orientales du port de Malacca, un célèbre point de transbordement où le pétrole iranien est déchargé afin de dissimuler son origine et d'échapper aux sanctions. Les données de Marine Traffic montraient que le Tiffany avait mené plusieurs transactions de ce type au cours de la dernière année. Immédiatement après l'arraisonnement, le Pentagone a publié une déclaration dans un langage impossible à mal comprendre. Les eaux internationales ne sont pas un refuge pour les navires sanctionnés. Aucune mer n'est hors de portée. Ce n'était pas une déclaration sur Hormuz, c'était une déclaration sur toute la planète. Et la Chine, le pays qui achète de 80 à 90% des exportations pétrolières iraniennes, le pays d'où le Tuska venait justement de transporter des produits chimiques à double usage vers Téhéran, ressent cette pression d'une manière très précise. Le président Xi Jinping a dû appeler personnellement le prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite pour demander instamment la réouverture d'Ormuz. Pékin est pris entre deux pressions. D'un côté, son besoin de pétrole iranien, bon marché. De l'autre, la preuve qu'un navire transportant des produits chimiques venus de Chine vient d'être fouillé par des marines américains, conteneur par conteneur, et que Washington aura de nombreuses questions à poser à Pékin lorsque Trump se rendra en Chine dans les semaines à venir. C'est la couche stratégique la plus profonde de toute cette campagne. Washington n'a pas bâti cette force massive simplement pour bloquer Hormuz. Hormuz n'était que le point de départ visible. Ce que Washington construit réellement, c'est un réseau mondial d'applications maritimes, du golfe Persique à la mer d'Arabie, de l'océan Indien à la baie du Bengale, des Malacca à la mer d'Équine méridionale. Et l'incident du Tiffany est la première preuve que ce réseau fonctionne à l'échelle planétaire. Chaque couche de force n'était pas là pour une démonstration de puissance. Chaque couche ciblait une vulnérabilité précise. Les Apaches contre les essaims de vedettes d'attaque rapide. Les UUV contre les mines navales. Les F-35 contre les missiles côtiers. La Task Force 59 contre les navires fantômes. Et la raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas mené d'arraisonnement à l'intérieur de l'étroit détroit de 33 km, c'est que c'est exactement là que le CGRI se préparait depuis des décennies. Washington n'est pas entré dans le piège. Elle a choisi le Golfe d'Oman et la mer d'Arabie, des eaux ouvertes avec un champ de tir à 360 degrés, ne donnant aucun prétexte à Téhéran pour escalader, puis elle a étendu sa portée jusqu'à la baie du Bengale. Pour comprendre pourquoi tout ce que Washington vient de déployer est plus dangereux pour l'Iran que n'importe quelle frappe aérienne, il faut comprendre les trois véritables objectifs derrière cette campagne et pourquoi ils ne sont pas trois objectifs indépendants, mais trois branches d'une tenaille qui se resserrent simultanément. Commençons par les chiffres. Avant le début du blocus, l'Iran exportait entre 1 500 000 et 2 millions de barils de pétrole par jour, gagnant près de 5 milliards de dollars chaque mois, presque tout transitant par Hormuz vers la Chine. 90% de l'économie iranienne dépend du commerce maritime, pas 50%, pas 70%, 90%. À l'heure actuelle, 230 pétroliers remplis de cargaisons sont bloqués à l'intérieur du golfe Persique, ancrés à l'île de Karg, à Bandar Abbas, à Chabahar et à Assaluye, incapables de partir. Chaque jour où le blocus reste efficace, l'Iran perd entre 300 millions et 500 millions de dollars. L'assurance maritime pour la route du golfe Persique a bondi de 400% en seulement 48 heures. Le prix du Brent a grimpé à 86 dollars et 4,28 sans le baril, une hausse de 7% en une seule journée. Maersk, CMA, CGM et Hapag-Lloyd, les plus grandes compagnies maritimes du monde, ont suspendu toutes leurs routes par Hormuz depuis mars. Pour une économie que Téhéran maintient au moyen des dépenses de défense, des subventions et du soutien intérieur, ce n'est pas simplement une pression économique. C'est une crise cardiaque contrôlée, assez douloureuse pour forcer une décision, mais pas assez pour provoquer un effondrement immédiat, parce que Washington ne veut pas que l'Iran s'effondre. Washington veut que l'Iran cède. Voilà le premier objectif.
Le deuxième objectif est celui que la plupart des analystes ont négligé en observant cette campagne, parce que ces routes pétrolières ne transportent pas seulement du pétrole. Depuis des années, en utilisant les mêmes navires et les mêmes routes, l'Iran transporte des composants de missiles balistiques, des moteurs de drones et des pièces de missiles de croisière vers les Houthis au Yémen et le Hezbollah au Liban. C'est ainsi que l'axe de la résistance, le réseau de groupes mandataires que Téhéran a bâti pendant des décennies pour combattre en son nom partout au Moyen-Orient, maintient sa puissance militaire. L'autorité d'arraisonnement que Washington vient d'établir coupe toute cette chaîne d'approvisionnement en un seul mouvement. Pas besoin de larguer une autre bombe sur le Yémen. Pas besoin d'une autre frappe aérienne sur le Liban. Il suffit d'arrêter ces navires, de les fouiller et de saisir ce qui se trouve à l'intérieur. Le Liban a interdit les activités militaires du Hezbollah immédiatement après l'escalade. Israël et le Liban viennent de conclure un accord de cessez-le-feu de 3 semaines à la Maison-Blanche. L'axe de la résistance ne s'effondre pas parce qu'il est attaqué de l'intérieur. Il est démantelé de l'intérieur en coupant les approvisionnements qui l'alimentent. C'est le multiplicateur stratégique que Washington comprend mieux que quiconque. Ce blocus ne frappe pas seulement le portefeuille de l'Iran. Il neutralise la puissance géopolitique de l'Iran, une cargaison à la fois. Le troisième objectif est celui auquel servent les deux précédents. Forcer l'Iran à revenir à la table des négociations nucléaires avec une posture complètement différente de celle de toutes les rondes précédentes. L'équipe américaine de négociation est cette fois dirigée par le vice-président JD. Vance avec les envoyés Steve Witkoff et Jared Kushner, non pas des diplomates traditionnels, mais des personnes directement reconnues et autorisées par Trump. L'Iran a d'abord refusé de s'asseoir à la table, mais la pression venue de l'incident du Tuska, de l'incident du Tiffany dans la baie du Bengale, et des 230 navires pétroliers bloqués n'allant nulle part, change progressivement les calculs de Téhéran jour après jour. Chaque jour où le blocus continue représente encore 300 à 500 millions de dollars qui disparaissent. Chaque navire saisi est une preuve supplémentaire qu'aucune route n'est sûre. 3 objectifs, une seule tenaille. Mais l'Iran n'est pas sans carte en main et c'est quelque chose que toute analyse honnête doit reconnaître. Avant l'opération Epic Fury, l'Iran possédait plus de 5000 mines navales, plus de 180 vedettes d'attaque rapides armées de missiles et de roquettes, plus de 20 sous-marins de classe Gadir spécialisés dans les embuscades en eau peu profondes, ainsi que des systèmes de missiles anti-navires Nour et Khosar d'une portée de plus de 200 km, dissimulés dans des cols de montagnes et des cavernes le long de la côte. Son inventaire de drones Shahed et Mohajer suffit à provoquer de sérieux maux de tête à n'importe quelle flotte. Les coûts asymétriques sont réels. Un drone Shahed coûte environ 20 000 $, tandis qu'un missile SM-2 utilisé pour l'abattre coûte environ 2 millions de dollars. C'est pourquoi le Pentagone a discrètement déplacé des systèmes d'armes laser défensifs dans le Golfe, dans le cadre d'un programme classifié. Un tir laser coûte quelques dollars, pas 2 millions de dollars. Les pays européens prévoient de se joindre à l'opération de déminage à Hormuz. Des UUV, ou véhicules sous-marins sans équipage, scannent continuellement les routes d'approche. Mais après 38 jours d'opération Epic Fury, le tableau des capacités iraniennes a fondamentalement changé. Plus de 85% de ces installations industrielles de défense ont été détruites. 150 navires de guerre ont été éliminés dans 6 classes différentes de navires. 97% de ces mines navales ont été traitées. L'armée de l'air iranienne, qui effectuait auparavant de 30 à 100 vols par jour, est actuellement à 0 vol. L'Iran possède encore environ 40% de ses drones à longue portée et 60% de sa capacité de lancement de missiles balistiques, assez pour faire du mal et assez pour infliger de la douleur, mais pas assez pour renverser la situation. C'est le point central que la stratégie asymétrique iranienne n'a jamais été conçue pour gérer. Elle a été bâtie pour un seul scénario, attendre que l'adversaire entre dans l'étroit détroit de 33 km où tout est préparé, frapper un coup d'embuscade douloureux, puis s'arrêter. Cette stratégie suppose que l'adversaire doit venir à vous. Washington a refusé de venir. Au lieu d'entrer dans Hormuz, les États-Unis ont choisi le golfe d'Oman et la mer d'Arabie, des eaux ouvertes avec un champ de tir à 360 degrés, puis ont étendu leur portée jusqu'à la baie du Bengale.
L'Iran avait construit un piège dans un détroit. Washington n'a pas démonté le piège. Elle en a vidé l'eau. La capacité mensuelle de production de la marine du CGRI n'est pas égale au nombre de missiles présents sur un seul navire de classe Kearsarge. L'Iran n'a pas été construit pour supporter une guerre d'usure prolongée. Il a été construit pour porter un coup, puis négocier en position de force. Mais Washington n'est pas venu recevoir ce coup. Chaque jour qui passe, l'Iran ne peut pas exporter son pétrole, ne peut pas réapprovisionner ses mandataires et ne peut trouver un seul navire sûr sur aucun océan. Chaque jour, la tenaille se resserre. C'est pas simplement un blocus économique. C'est un projet visant à étrangler tout un axe de pouvoir, non seulement avec des bombes et des balles, mais en coupant chaque fil qui l'alimente un navire à la fois, n'importe où sur cette planète. Regardons maintenant le tableau d'ensemble, parce que ce qui se passe n'est pas seulement une histoire entre les États-Unis et l'Iran. Le matin du 10 à 9 avril, le même jour où l'USS Prudence a saisi le Tuska 2C-17 Globemaster III, ont atterri à la base aérienne de Nurkan, près d'Islamabad. Les routes entre l'aéroport et la ville ont immédiatement été bloquées. Le Serena Hotel et le Marriott Islamabad, deux hôtels emblématiques de la capitale pakistanaise, ont complètement fermé, refusant de nouveaux clients jusqu'à la fin de semaine. Plusieurs routes de Rawalpindi ont été bloquées. C'était la deuxième ronde de négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, avec le Pakistan comme médiateur, mais elle était complètement différente de la première ronde du 11 avril, qui s'était soldée par un échec. Cette fois, la table des négociations était dressée avec un poids différent. 230 navires pétroliers bloqués, le Tuska tout juste saisi, le Tiffany tout juste intercepté dans la baie du Bengale, et un cessez-le-feu de 2 semaines devant expirer le 23 avril. Trump a déclaré une prolongation indéfinie du cessez-le-feu, mais a maintenu tout le blocus naval en place. Téhéran a franchement qualifié cela de paix symbolique, et cette description n'était pas fausse. Un cessez-le-feu sans levée du blocus signifie que la guerre économique continue intacte. Il n'y a simplement plus de missiles qui volent. Et pour s'assurer que personne ne comprenne mal son message, Trump a publié sur Truth Social dans un langage impossible à interpréter de 2 façons. Nous proposons un accord très équitable. S'il n'accepte pas, les États-Unis détruiront chaque centrale électrique et chaque pont en Iran. Fini, monsieur le gentil. Pour un homme qui vend chaque menace comme très équitable, la diplomatie de Trump ressemble souvent moins à une négociation qu'à une facture livrée avec une boule de démolition. Simultanément, Trump a donné des ordres directs autorisant la marine américaine à abattre et à détruire tout navire iranien découvert en train de poser des mines à Hormuz. C'était pas un langage diplomatique. C'était un ultimatum diffusé mondialement. L'Iran a réagi à sa manière. Le 26 avril, il a déployé des vedettes d'attaque rapide dans Hormuz et a saisi 2 porte-conteneurs, le MSC Francesca, battant pavillon panaméen et appartenant à la Mediterranean Shipping Company, fondée par le milliardaire Gianluigi Aponte, qui entretient des relations personnelles avec Trump et Macron, et l'Epaminondas, battant pavillon libérien. Le navire grec Euphoria a été attaqué, mais a réussi à s'échapper. Le CGRI a publié une déclaration: perturber l'ordre et la sécurité dans le détroit d'Ormuz est notre ligne rouge. L'Iran a commencé à imposer des frais aux navires souhaitant passer, transformant le détroit international en poste de péage armé. Windward AI a décrit les tactiques du CGRI comme une logique de donnant-donnant. Les États-Unis ont saisi le Tuska, l'Iran a saisi le MSC Francesca, les États-Unis ont bloqué le Tiffany. L'Iran a saisi l'Epaminondas. Mais c'est précisément à ce moment que cette comparaison s'effondre complètement. Le Tuska était un navire sanctionné dont les produits chimiques ont été interceptés en eaux ouvertes. Le MSC Francesca était un navire civil neutre transportant une cargaison commerciale ordinaire saisie par la force à l'intérieur d'Ormuz. Le monde voit cette différence et réagit en conséquence. Le Panama l'a immédiatement condamné, la Grèce a nié que l'Epaminondas ait été saisi, mais a confirmé que le navire avait subi de lourds dommages. Les tarifs d'assurance du fret ont encore augmenté de 400% en 48 heures. Les grandes compagnies maritimes ont annoncé le réacheminement de toute leur flotte autour du cap de Bonne-Espérance, ajoutant 12 jours à chaque expédition.
Et à Pékin, la pression monte d'une manière à laquelle la Chine n'a jamais été préparée. Le président Xi Jinping a dû appeler personnellement le prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite pour demander instamment la réouverture d'Ormuz, un geste montrant que Pékin ressent la pression de cette crise d'une façon très précise et directe sur sa chaîne d'approvisionnement énergétique. Lorsque Trump se rendra à Pékin dans les semaines à venir, la question des produits chimiques à double usage venus de Chine sur le Tuska, que les marines américains fouillent parmi 5000 conteneurs, sera un sujet incontournable à la table des négociations. Mais le changement le plus important, et celui que peu de gens ont remarqué, et peut être celui-ci, avec l'incident du Tiffany dans la baie du Bengale le 20 et 1 avril, la guerre d'Ormuz s'est officiellement étendue à l'Indo-Pacifique. L'Indo-PACOM, le commandement Indo-Pacifique des États-Unis, l'unité conçue pour traiter avec la Chine, est directement entrée dans ce conflit pour la première fois. C'est plus seulement une guerre du Moyen-Orient. C'est un conflit qui redessine l'ordre maritime mondial. Et la frontière entre le théâtre moyen-oriental et le théâtre Indo-Pacifique vient d'être effacée par un arraisonnement dans la baie du Bengale, à plus de 2000 milles d'Ormuz. Revenons au début. Le détroit d'Ormuz, la route par laquelle transite 20% du pétrole mondial, n'est plus seulement un détroit. C'est un test de tout l'ordre maritime mondial. Et les résultats de ce test apparaissent progressivement d'une manière que personne ayant parié sur l'hésitation de Washington ne peut trouver rassurante. L'Iran n'est pas entré dans cette situation par manque d'informations. Il a vu les navires de guerre américains, il connaissait le blocus, il comprenait les risques, il a tout de même frappé parce que pendant des décennies, cette formule a fonctionné, provoqué assez de chaos, créé assez de douleur pour le commerce mondial. Et Washington trouverait une façon de sortir du conflit plutôt que d'escalader davantage. Cette fois, l'Iran a mal évalué la personne qui se trouvait de l'autre côté. Et le prix de cette erreur de calcul se paie chaque jour, par chaque navire, sur chaque océan. L'incident du Tuska dans la mer d'Arabie, l'incident du Tiffany dans la baie du Bengale, le MSC Francesca saisi par le CGRI en réponse, puis le monde entier a clairement vu la différence entre ces actions. Le cycle d'escalade ne se rétrécit pas. Il s'étend à travers la planète, semaine après semaine. Et la question que les planificateurs stratégiques de Pékin, Moscou, Téhéran et de toutes les autres capitales se posent réellement en ce moment n'est pas de savoir si l'Iran va céder. La question est de savoir combien de capacités supplémentaires les États-Unis n'ont pas encore déployées. Combien d'autres outils se trouvent dans cette machine que le monde n'a pas encore vu. Ormuz n'est que le premier acte, et le premier acte a déjà suffisamment changé les choses.